Bonjour à tous. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un personnage comme je les aime, profondément romanesque et en même temps parfaitement authentique. Charles Louis Schulmeister a été un espion avisé au service de Napoléon Ier. Je vous propose de faire mieux connaissance avec ce mystérieux bonhomme. D'autant que ce personnage avait inspiré il y a longtemps, il me semble, une série télévisée. Oui, c'était il y a 40 ans, du temps des bonnes vieilles dramatiques de l'ORTF. Le feuilleton s'appelait Schulmeister, espion de l'empereur, avec Jacques Fabry dans le rôle de Monsieur Charles. J'allais dire, souvenez-vous Fatima, Non, mais non. comment pourriez-vous vous souvenir de ça? J'aurais du mal, effectivement. Mais je vous l'ai dit, cette vie est un véritable scénario d'espionnage. C'est un des grands moments de l'histoire napoléonienne. À la fin de l'été 1805, l'empereur, qui avait amassé une armée sur les côtes de la mer du Nord pour s'en aller envahir l'Angleterre, décide de faire volte-face. Il a appris que les Autrichiens du général Mack faisaient route vers la Bavière, alors il change tous ses plans, il met l'armée en branle à marche forcée vers l'Est, et il se retrouve à Strasbourg avec son état-major à la fin du mois de septembre. C'est là, un soir où, comme ça lui arrive souvent, il est plongé dans l'examen de cartes allemandes, qu'un sujet du margrave de Bade se présente à lui avec une requête. Il désire intégrer le renseignement français. « Votre nom ?» demande l'empereur. « Charles Schulmeister, sire. » Vos recommandations ? « Sire, je n'en ai pas. » Napoléon dévisage son visiteur, un jeune homme roux aux yeux bleus, pas de titre, pas de recommandation, d'un geste brusque, il renvoie Schulmeister, pas de temps à perdre. 5 minutes plus tard, l'empereur sort de son cabinet de travail et dans le couloir, il croise un petit bourgeois qu'il n'a jamais vu. « Eh bien, mais qui êtes-vous ?»« Mais sire, je suis Schulmeister, c'est moi que votre majesté vient de renvoyer. » Napoléon l'observe, il n'en croit pas ses yeux. En quelques instants seulement, ce jeune homme a su se transformer pour prendre un aspect méconnaissable. L'empereur esquisse un sourire, Schulmeister n'ose faire de même. En attendant, il est admis à s'enrôler comme agent au service de la France. Cette anecdote a été très souvent racontée, elle est assez belle, mais je m'empresse de vous avouer que sur un plan historique, elle est complètement fausse. Évidemment, on n'accédait pas aussi facilement à l'état-major de l'empereur, et du reste, en septembre 1805, Charles Schulmeister était tout sauf un inconnu pour l'administration impériale. Je dirais même qu'autour de Napoléon, on savait déjà tout de lui. Il a 35 ans à cette époque puisqu'il est né en 1770 à Neufreistedt, donc en pays de Bade. Son père, son grand-père étaient des pasteurs luthériens. Il a reçu une solide éducation. Il parle allemand bien sûr et français comme beaucoup de Badois de l'époque, mais aussi anglais et italien. À 22 ans, il a épousé Charlotte, la fille d'un ingénieur. Il s'est installé comme ferrailleur, marchand de fer si vous voulez, à une époque celle de la révolution industrielle où le fer est extrêmement recherché et permet de faire des fortunes rapides. Il vient s'installer, notre Badois, monsieur Schulmeister, à Strasbourg, après la Révolution. Et là, il est épicier en gros. Il vend du sucre, de la chandelle, autrement dit des denrées taxées qui se prêtent assez bien à la contrebande de part et d'autre du Rhin. Mais oui, que voulez-vous ? Il faut bien pimenter un peu l'existence. C'est dans cette contrebande que Schulmeister acquiert cette haine de la douane et des douaniers qu'il va nourrir toute sa vie. Vous vous doutez bien du reste que le genre de trafic mené par le sieur Schulmeister ne pouvait pas rester bien longtemps inconnu de la police consulaire, surtout quand cette police était dirigée par un certain Fouché. Fouché, vous savez, l'homme qui sait toujours tout sur tous. L'autre œil de Bonaparte, à partir de 1804, on dira l'autre œil de Napoléon, c'est Savary, et Savary est entré en contact avec Schulmeister dès ses premières campagnes sur le Rhin. Savary, pour bien fixer les choses, c'est ce général responsable de la police et du renseignement de la Grande Armée. Si l'entrevue directe à Strasbourg entre Napoléon et Schulmeister n'a donc pas eu lieu, ou pas de la façon que je vous ai dite, en tout cas Savary, lui, a bel et bien confié une mission à Schulmeister. Monsieur Charles, comme il se fait appeler, va devoir se rendre... C'est une mission d'intoxication, si vous voulez. Il se promène en compagnie de 2 acolytes dans le secteur d'Ulm, où se trouve le grand chef autrichien, le général Mack, et il bavarde, Schulmeister, il bavarde à dessein. Les Français ne sont pas très nombreux, ils vont passer par la forêt noire, enfin il raconte tout ce qu'il croit savoir. Vous savez ce qu'il en est, en fait, les Français sont extrêmement nombreux et ils vont passer par le nord du Rhin et le Danube. Jusqu'où l'intoxication de Schulmeister a-t-elle réussi ? Ce qui est certain, c'est que dès le 20 octobre, Mack aura capitulé et il aura fait rendre les armes à 40 000 Autrichiens. Aussitôt, notre Badois s'en vient trouver Savary et il lui arrache une nouvelle mission.
Quelques jours plus tard, il a un sauf-conduit qui a été signé par Mack. Voilà notre Schulmeister à Mühldorf, c'est entre Munich et Salzbourg, en train de souper avec un vieil ami à lui, le lieutenant Rudzki. C'est un Autrichien donc, et qui parle, parce que évidemment, la soirée avançant, on boit un petit verre et puis deux. Et ce Rudzki raconte à Schulmeister que le lendemain, à Brunau, il doit porter une missive importante au général Merfeldt. Alors, à ce moment-là, Schulmeister saute sur l'occasion. « Laisse-moi t'accompagner », propose-t-il. « J'ai tout un tas de renseignements qui pourraient intéresser ton général. » Et voilà le loup introduit dans la bergerie. Schulmeister commence par donner des renseignements exacts à Merfeldt. Vous voyez, on fait toujours comme ça, des renseignements sans conséquence. C'est la tactique classique de tout agent d'intoxication. Et en échange, il glane des renseignements extrêmement utiles sur les positions russes et autrichiennes, informations qu'il s'empresse de rapporter à Savary basé à Munich. Dans la foulée, on lui confie une nouvelle mission à Linz cette fois, en compagnie d'un autre agent qui s'appelle Rippmann. À l'auberge, les deux comparses font la connaissance d'un certain Josef von Rueff, qui est un Autrichien en train de fuir devant l'avance française. Ils le convainquent de rallier leur camp et les voilà qui repartent tous les trois pour Vienne. Rippmann doit s'arrêter en route pour attendre Savary. Les deux autres continuent donc seuls et c'est à un moment où ils sont en train de changer de chevaux, ils sont à un relais, un peu plus loin donc sur la route, qu'ils apprennent l'arrestation de Rippmann par la police autrichienne. Schulmeister cherche aussitôt une voiture pour aller porter secours à son comparse, mais au moment où il allait s'en aller, où il allait s'envoler, si je puis dire, des grenadiers surgissent, on lui passe des menottes, et tel est pris qu'il croyait prendre. En vérité, ce von Rueff était un agent à la solde des Autrichiens. Rippmann, et Schulmeister se sont fait avoir. Alors ils vont être réunis, on les envoie à Vienne en fourgon de force afin d'y être fusillés, peut-être même pendus. Ça sent le roussi cette fois pour Monsieur Charles. Mais bientôt, les Français vont faire leur entrée à Vienne et c'est ce qui va sauver Schulmeister après un épisode, disons-le, extrêmement nébuleux au cours duquel il serait parvenu à fausser compagnie à ses gardiens de sorte qu'il est libre mais fugitif au moment de l'entrée de Napoléon dans la capitale autrichienne. C'est étrange tout de même cette affaire. Quoi qu'il en soit, Savary nomme sur le champ Schulmeister commissaire général de la police viennoise. On est bientôt dans l'allégresse suscitée le 2 décembre 1805 par la formidable victoire d'Austerlitz. La campagne s'achève. Schulmeister va pouvoir rentrer à Strasbourg où il installe sa femme et ses enfants dans un beau château qu'il a acquis avec la rémunération de ses services. Le moment est-il venu pour notre homme de se retirer des affaires délicates? Mais sûrement pas quand on a pris le virus du renseignement et des missions délicates. C'est un virus qui ne vous quitte plus jamais. Dès que la guerre reprend en octobre 1806, on appelle ça la 4e coalition, vous savez, Savary envoie Schulmeister à Wismar à la tête d'une poignée de hussards. Et là, on reviendra évidemment sur cet épisode tout à l'heure, on voit notre Schulmeister rançonner la municipalité. Dans la foulée, il est nommé préfet de police de Königsberg et il va terminer la campagne assez difficilement, blessé d'une balle en plein front à Friedland. Friedland, c'était le 14 juin 1807. Après quoi, convalescent, il rentre chez lui dans son château de Strasbourg, de la Méno pour être précis. Du reste, il se fait appeler maintenant Charles de Méno. La carrière de Schulmeister dans le renseignement n'est pas finie. On le retrouvera dans les coulisses de l'entrevue d'Erfurt pour veiller à la sécurité des têtes couronnées réunies par Napoléon. En 1809, il est encore commissaire général de la police à Vienne et un contemporain affirme qu'il inspire aux Viennois une véritable terreur. Il faut dire qu'il n'a pas son pareil, Schulmeister, pour recueillir au bon moment les bons renseignements sur les bonnes personnes. Rien ne paraît pouvoir échapper à sa vigilance. Schulmeister, alias Méno, participera personnellement à la bataille de Wagram. Ce jour-là, le 5 juillet 1809, il a installé son poste d'observation dans le grenier d'une ferme où des observateurs autrichiens, semble-t-il, l'auraient repéré et identifié. On est encore là dans une des belles anecdotes dont on se rend compte à mesure qu'on creuse le sujet, qu'elles sont souvent un peu apocryphes. Nous verrons ce qu'il en est tout à l'heure en compagnie de mon invité. En tout cas, l'anecdote, la légende veut qu'une patrouille d'Autrichiens ait été dépêchée sur place avec pour mission d'arrêter le sieur Charles. Quand les Autrichiens arrivent à la ferme, ils n'y trouvent en fait qu'un vieux paysan qui a le visage plein de mousse de savon. Il est occupé à se raser. « Où est-il » demandent les soldats. « Où est l'espion français ?»« Là-haut » répond le vieillard. « Mais il est blessé, dépêchez-vous, il n'en a plus pour longtemps. »
Vous vous doutez bien qu'en montant dans les greniers, les soldats n'y trouveront personne, et plus personne non plus en redescendant. Aucun doute, Schulmeister avait du sang-froid et pas moins d'habileté. Sa carrière d'espion et de policier va néanmoins s'arrêter là. En effet, Napoléon, de plus en plus proche de Savary, qui est devenu duc de Rovigo, va nommer celui-ci, vous savez, à la place de Fouché. C'en est fini des aventures, et plus encore lorsqu'en 1814, l'Empire s'effondre et que Louis XVIII s'installe aux Tuileries. Monsieur Charles va disparaître tout un moment dans la nature. On dit qu'il serait allé voir Napoléon exilé à l'île d'Elbe. On prétend qu'il se serait vu confier pendant les 100 jours la mission pour le moins périlleuse et pour le moins rocambolesque d'aller délivrer l'Aiglon à Vienne. Je vous dis que tout cela, nous allons en avoir le cœur net. Nous allons voir dans un instant avec Gérald Arbois qui publie un ouvrage sur Schulmeister, une biographie aux éditions Ouest France. Nous allons voir avec Gérald Arbois ce qu'il en est. Sachez qu'à Strasbourg, sous le règne de Louis-Philippe, les passants croisaient parfois, on est donc là dans les années 1840, un petit vieillard très soigneux de sa personne, toujours correctement vêtu, aimable, poli, prévenant, ayant plutôt les allures d'un notaire honoraire que d'un homme qui avait pris Wismar au galop à la tête de 13 hussards. Monsieur Charles avait fait de mauvaises affaires, il avait tout perdu. Il avait d'ailleurs perdu aussi sa femme et son fils, et il se réfugiait là du monde, dans un petit appartement de la place de Breuil, au milieu de ses chats angora. Bonjour Gérald Arbois. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous avez donc publié aux éditions Ouest France une biographie de Schulmeister, dont il faut bien dire, et c'est tout le long chapitre historiographique qui termine votre livre, qu'elle est moins romanesque que ce que le personnage pourrait laisser penser. Vous nous présentez en fait un Schulmeister qui est effectivement un agent, qui effectivement a une vie assez extraordinaire, mais qui n'est pas le James Bond 007 du temps de l'Empire, tout simplement parce que cette forme-là d'espion n'existait pas au début du 19e siècle. Disons que le Schulmeister tel que je le présente, ça n'est pas réellement une biographie dans le sens où je ne me consacre que sur sa partie renseignement. J'emploie à dessein le terme de renseignement parce que le terme d'espionnage ou d'espion est quand même assez péjoratif. Et s'il y avait eu une anecdote à raconter, c'était quand même celle de 1819 où un publiciste allemand a écrit une chronique à Strasbourg, qu'il a fait publier à Strasbourg, intitulée L'espion. Naturellement, il visait Schulmeister. Schulmeister le retrouve à l'auberge parce qu'effectivement, c'était un des lieux de socialité de l'époque. Et il l'a correctement rossé, histoire de lui faire comprendre qu'il n'était pas un espion. Oui, donc il refusait cette image-là. Alors vous nous racontez, à longueur de page, comment la légende de Schulmeister s'est peu à peu développée pendant tout le 19e siècle. Mais disons que Schulmeister réapparaît en termes de légende après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle à l'Allemagne. Et donc, les Allemands le redécouvrent sous une autre logique. D'abord sous la logique du citoyen de Strasbourg, et puis ensuite, non pas justement de l'espion, mais de cet astucieux personnage qui a berné les Autrichiens. Je rappelle que l'on est après 1870, dans une Allemagne qui a été forgée par la Prusse sur la défaite de l'Autriche en 1866. Donc c'est une histoire, enfin c'est un pavé dans l'astuce viennoise plutôt que une volonté de naturaliser allemand un alsaco-badois. Mais justement, on ne l'entend pas de cette façon en France, et là, on va aller chercher dans les archives du château de Vincennes les documents prouvant que Schulmeister était un agent français, qu'il avait travaillé pour les Français. Et c'est là que se forge cette espèce d'image de pont de Schulmeister entre la France et l'Allemagne, alors qu'à l'origine, on l'a sorti des placards de l'histoire simplement pour narguer les Autrichiens. Il n'est devenu un personnage vraiment romanesque que sur le tard, disons-le. Il ne devient un personnage romanesque qu'à partir du moment où on va, à partir de cette fin du 19e siècle, puisque
les archives ne sont pas accessibles. Effectivement, c'est un petit personnage dans la grande machinerie impériale. On ne le connaît pas. Et donc, on va essayer de trouver les choses. Alors, comme on est à la fin du 19e siècle, juste après 1870, on a encore des gens qui ont vécu cette époque-là. Comme on se situe dans un contexte purement et typiquement strasbourgeois, on a encore des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, soit pendant l'Empire, soit dans les périodes qui ont suivi. Donc, on va collecter toutes ces anecdotes, et puis la mémoire défaillante, la volonté d'embellir le souvenir de Napoléon et de l'épopée, et puis l'idée d'avoir un petit peu de cette épopée, fait qu'on va raconter beaucoup de choses, on va embellir et amplifier le personnage, et au final, ça n'est pas ce que l'on croit. Alors, grâce à vous et grâce aux recherches que vous avez faites, nous allons pouvoir savoir exactement ce qu'a fait ce Schulmeister et ce qu'il n'a pas fait. Alors, Gérald Darbois, il faut qu'on comprenne comment comment Schulmeister en est venu peu à peu à travailler pour Savary et à rendre des services aux Français. Au départ, nous sommes bien d'accord, c'est un Badois qui vient s'installer à Strasbourg à la fin de la Révolution ? Non, Schulmeister est un Badois qui habite Neufreistedt jusqu'à ce que la Révolution arrive aux portes du village. Mais Schulmeister est avant tout un contrebandier. Et qui dit contrebande, quand on est badois, c'est contrebande avec le Royaume de France, à travers le Rhin. Or, Savary arrive avec l'armée française, et l'armée française veut faire quoi ? Traverser le Rhin. Où travaille-t-il à ce moment-là ? Il est déjà à Strasbourg au moment où l'armée française arrive ? Non, il est à Neufreistedt. Il est toujours à Neufreistedt. Ah oui, d'accord. Il ne s'installera à Strasbourg qu'après 1797, certainement, mais là on est sur un manque de données, donc on ne peut faire que des hypothèses, certainement parce que son caractère trop pro-français ou trop pro-jacobin passait mal dans la population, et donc il valait mieux qu'il se mette dans une grande ville où il serait en sécurité plutôt que de rester dans un village. Mais disons qu'il entre dans le renseignement par la contrebande, et il permet à Savary, en 1795, il permet à Savary et à l'armée française de traverser le Rhin, parce qu'il a cette connaissance du Rhin. Mais comme il est jeune, il est astucieux, et certainement qu'il a dû se vanter en faisant connaître ses réseaux en Allemagne. Il savait mettre en valeur les atouts dont il disposait, et notamment tous les liens qu'il avait effectivement dans toute la région. Et surtout se mettre lui en valeur. Donc il a dû trouver une utilité, on l'a utilisé, on a vu qu'il pouvait remplir des missions dans le cadre justement de ce que l'on appelle à l'époque militairement un espionnage. Donc ça n'est pas un espion, c'est un agent de renseignement, mais qui travaille pour un espionnage. Qu'est-ce que vous appelleriez un espionnage alors ? Comment est-ce qu'on peut définir ça ? Disons que tel que les militaires l'entendent à la fin du 18e et encore au début du 19e, un espionnage n'est qu'en fait monter tout le système de reconnaissance aux avants des armées pour pouvoir savoir où l'armée va aller et autres. Et dans le cadre de cette mission donc d'espionnage, on avait une petite somme d'argent. Donc le on, ce sont des militaires, généralement la cavalerie légère, qui avaient quelques sommes d'argent pour stipendier soit un paysan, soit plutôt un riche paysan, parce qu'il avait quelque chose à craindre. Donc on pouvait lui donner très peu d'argent, mais si ça n'était pas vrai, on pouvait revenir et puis lui brûler sa ferme, lui massacrer son bétail. Oui, c'est la carotte et le bâton. Voilà. Et donc on payait pour des informations qui remontaient ensuite dans le cadre donc de cet espionnage. Mais cet espionnage s'inscrivait dans ce qu'on appelait une partie secrète. Et cette partie secrète n'est que ce qu'on appellerait rapidement, dans le langage OTAN, un deuxième bureau, attaché à un corps d'armée. Mais c'est développé déjà quand même. Non, on est vraiment sur des choses qui sont faites de façon vraiment aléatoire.
parce que chaque corps d'armée n'avait pas forcément un officier qui était bon pour pour animer une partie secrète. En règle générale, dans chaque armée, on avait juste un officier qui était l'officier chargé de la partie secrète. Et donc on peut estimer qu'au moment où l'armée française se présente face au Rhin en 1795, c'est Savary qui est l'officier chargé du renseignement pour toute l'armée. C'est une supposition, mais en même temps, les faits nous montrent qu'on est face à ce responsable du renseignement. Gérald Arbois est notre invité cet après-midi. Il est l'auteur d'un ouvrage dans la collection Espionnage que lancent les éditions Ouest France et qui nous rappelle qu'il y a eu des espions à toutes les époques et sous des règnes parfois assez inattendus. En l'occurrence, il s'agit de Schulmeister, l'espion de Napoléon, qui était, vous nous le faites comprendre, avant tout un agent de Savary, en quelque sorte. Avant d'être l'espion de Napoléon. Avant d'être l'espion de Napoléon, et peut-être même avant d'être l'espion de Savary, c'était un espion de Fouché. Oui, d'ailleurs, oui. Disons que les limites du renseignement à cette époque-là ne sont pas aussi strictes qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Et avec Schulmeister, on voit justement qu'on a quelqu'un d'intelligent qui est utilisé parce qu'il a des activités qui ne sont pas très légales ou licites, savoir la contrebande. On va l'utiliser militairement pour traverser le Rhin, on va l'utiliser pour reconnaître les avants de l'armée, mais on va l'utiliser également pour surveiller les Jacobins au moment où ceux-ci ne sont plus en cours. Donc en fait, on va l'utiliser sur des missions politiques, d'infiltration des mouvements extrémistes de l'époque. On va l'utiliser sur des missions militaires. Pour faire de l'intoxication, d'une façon ? L'intoxication, en fait, la manœuvre d'Ulm est quelque chose d'assez inédit et ça n'est pas... Ça n'est pas le cœur de son... Ça n'est pas le cœur de son activité, ça n'est pas le cœur de ce qui se fait au niveau du renseignement à l'époque. Et surtout, ça n'est pas lui, de son propre chef, qui a décidé... On lui a donné évidemment les renseignements qu'il devait fournir aux Autrichiens. On lui a fait savoir quels étaient les faux renseignements à véhiculer, à faire connaître. On lui a donné, puisqu'on est dans une opération d'intoxication, on lui a donné des informations qu'il pouvait diffuser. On lui a donné également un questionnaire de ce qui était la curiosité de l'état-major à l'époque. Et puis surtout, on a mis en scène son expulsion de France. Et comme c'était une opération qui était menée dans le plus grand secret, on a oublié que les gendarmes qui l'ont raccompagné à la frontière, eux, agissaient officiellement et pas... Oui, ils ne faisaient pas partie de toute la supercherie, évidemment. Ils n'étaient pas au courant de la chose. Pas au courant, en tout cas. Et donc, il s'est retrouvé interdit de séjour en territoire français, alors qu'il était en mission pour les Français, bien sûr. Pour les Français, pour l'empereur. Donc là, il a fallu ensuite faire rapporter l'arrêté d'expulsion. C'est pour ça que le 1er octobre, donc dans l'anecdote que vous racontiez, comme quoi il a été berné Napoléon pour entrer dans l'espionnage, il ne pouvait pas être sur le territoire français puisqu'il... Physiquement, déjà, il n'y était plus. Physiquement, il n'y était plus, il ne pouvait pas y revenir, et puis physiquement, il était plutôt proche d'Ulm, donc à 150 km de Strasbourg. Son travail était d'influencer les plus hauts dirigeants militaires ou simplement de faire passer des nouvelles ou des rumeurs à travers la population ? Il faut bien comprendre ce qu'est le renseignement et le renseignement militaire à l'époque. C'est une activité qui n'est pas permanente. C'est-à-dire qu'on monte un espionnage dans le cadre d'une campagne. Donc là, dans la campagne de 1805, il est simplement utilisé pour obtenir le maximum d'informations sur les mouvements autrichiens et apparemment, sur le plan de manœuvre de Napoléon, on voit bien qu'il y a une volonté d'envoyer l'armée sur Ulm. Mais l'objectif de tout chef militaire est de gagner des batailles sans livrer de combat. Et donc on va utiliser les accointances de Schulmeister avec les Autrichiens pour faire en sorte que la place se rende
sans combattre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a influencé en diffusant certaines mésinformations. Ça n'est pas de la désinformation. Il a donné du vrai, mais en même temps... Bien entendu, il doit y avoir un savant dosage de bonnes informations et d'intoxication. Évidemment, on ne peut pas ne donner que de fausses nouvelles. Sinon, ça n'est pas crédible, oui. Et de fait, il a berné Mack, qui a cru que les Français n'étaient pas là et que finalement, un beau jour, les Français étaient juste devant les portes et pas moyen de faire autrement que de se rendre. Il fait tout cela pour de l'argent ? Oui. Oui, essentiellement. Essentiellement. Il ne faut pas oublier que c'est un contrebandier à la base. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'obtenir de l'argent. À partir du moment où il va obtenir de l'argent, il va vouloir obtenir de la reconnaissance. C'est pour ça qu'il tenait à ce qu'on ne l'appelle pas espion, tout au moins à Strasbourg. C'est pour ça qu'il a créé un superbe domaine qui n'était pas un château. Mais il a joué un peu au châtelain, disons, à une époque. Il a été d'ailleurs. Il avait un... Mais là, il est dans une logique tout à fait française où la fortune, elle vient de la terre. Et donc, le peu d'argent qu'il avait, il a acheté des terres. Ces terres ayant donné de l'argent, plus l'argent qui venait de la contrebande, plus l'argent qui venait de l'espionnage, il a créé tout un domaine. Et son activité à Vienne, en 1805, alors ça, 1809... ça c'est une autre affaire, puisqu'à Vienne, on lui confie une mission strictement de police. Alors de police, certes, on est toujours dans le renseignement, mais on lui donne d'un seul coup des responsabilités nouvelles. Nous y venons dans un instant. À l'instant, le générique de la série télé dont on parlait au début de l'émission, qui lui était consacrée en 1971 sur l'ORTF. Alors là, le personnage qu'interprétait Jacques Fabry était une sorte de James Bond avant la lettre. On était dans un espion qui ne ressemblait pas du tout à ce que vos travaux vous ont permis d'exhumer, à vous, Gérald Darbois. Non, mais Jacques Fabry, c'est l'époque aussi des premiers James Bond. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, il fallait bien franciser. On avait trouvé un James Bond à nous, en fait. On avait trouvé un qui était à la taille de nos besoins. Ouais, donc, on a créé une opération marketing, on va dire. Mais ça n'est pas le vrai Schulmeister. Quoique, il emprunte des traits et des activités que le vrai Schulmeister a eu à faire. Et là, on en revient finalement à cette notion qui est abstraite encore à l'époque de renseignement. C'est pour ça qu'on utilise l'appellation plus commode et médiatique d'espion. Parce que Schulmeister, de contrebandier, passe comme officier de reconnaissance, on va dire, de l'armée française, et c'est à ce niveau-là qu'il va suivre Savary en 1806 et faire le coup de feu. On peut parler aussi d'opération spéciale à ce moment-là, puisque c'est un officier de renseignement qui les mène, mais on est plus sur cette logique de reconnaissance sur les avants de l'armée plutôt qu'autre chose. Ensuite, à Vienne, effectivement, comme vous alors on est mentionnez toujours tout à dans la l'heure, même campagne, c'est la grande année d'Austerlitz, on est toujours en 1805. Alors à Vienne, quelles sont les responsabilités qu'on va donner à Schulmeister ? Il est officiellement commissaire général de la police ? Donc on lui donne un titre là cette fois. Il n'agit plus de la même façon. Enfin, il n'est plus totalement fondu dans la population, si je puis dire. Mais il n'a jamais été fondu dans la population puisqu'il était sur les avants de l'armée. Donc il agissait officiellement et au vu et au su de tout le monde. Mais alors avec quel titre ? Mais on est dans une opération militaire. Vienne est occupée militairement par les Français. Les Français doivent mettre à la tête de toutes les administrations des hommes à eux. Et Schulmeister, puisqu'il a fait ses preuves pendant toute la campagne qu'il était quelqu'un de suffisamment intelligent pour occuper ce poste-là, on va lui donner le commissariat général de la police. Ça n'est pas... Quand vous dites « on », c'est une décision de l'empereur, c'est une décision de Savary qui décide de cela ? Disons que c'est plus Savary qui est l'officier de renseignement de Napoléon, mais c'est une décision qui vient de l'empereur, et il va s'occuper dans la ville de la chasse. En fait, il va être sur un poste de contre-espionnage, c'est-à-dire qu'il va chasser toutes les menaces internes à l'intérieur de la ville contre l'autorité française. Et cette mission, il va s'en acquitter suffisamment bien, puisqu'il va réussir à être très bien vu par les Autrichiens. Et là, on voit qu'il n'oublie pas ni son intérêt, ni sa curiosité, puisque
Les Autrichiens avec lesquels il va avoir des rapports vont être ceux qui vont pouvoir lui ramener des informations sur sa mission de contre-espionnage. Il va également protéger les populations locales qui vont lui offrir un service à café à la fin de l'occupation française, au moment de la paix. Il exerce quasiment des missions de bons offices, si je vous comprends bien. Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas dans le rôle d'un policier qui serait. Ce n'est pas le Fouché autrichien, en quelque sorte. Non, mais Fouché, c'est quelqu'un de particulier qui a sa propre personnalité. Schulmeister. Ses méthodes. Mais les méthodes sont les méthodes de police, avec des mouches infiltrées partout, qui rapportent les faits et gestes de chacun. Schulmeister va être dans cette mission-là. Mais après, tout est une question de méthode, tout est une question de degré ou d'intensité. Et de ce côté-là, Schulmeister va être beaucoup plus... C'est un diplomate. Non, c'est un badois. C'est quelqu'un qui est jovial, qui aime bien... même si il vient plutôt d'une culture qui est la culture protestante, donc un petit peu plus stricte, mais c'est un badois, il est jovial, il a le contact facile, il aime bien parler, mais il réussit à faire parler les autres de la même façon, et donc cette personnalité-là fait qu'il passe bien au niveau des gens qu'il rencontre, aussi bien ses mandants, donc Savary et l'empereur, que les Autrichiens qu'il va avoir sous la main. À chaque fois qu'une campagne s'arrête, il rentre tranquillement chez lui. Il rentre Puisque chez lui. Vous nous expliquez bien qu'il n'y a pas de système permanent de renseignement. On est bien dans un renseignement ad hoc en fonction des besoins des campagnes militaires. Hein, c'est bien voilà, ça. Tout à fait. Et Schulmeister est utilisé parce que il parle allemand. Mm-hmm. Il ne parle pas anglais pas italien, ni italien. De toute manière, puisqu'on a imaginé à un moment donné qu'il avait pu être en Italie au moment de Marengo, comme il devait traiter avec les troupes autrichiennes, l'allemand suffisait. Mais en l'occurrence, il est utilisé pour tout ce qui est campagne en Allemagne, et quand la guerre va sortir d'Allemagne pour aller en Pologne, puis en Russie ou pour aller en Espagne, il n'en fait pas partie. Mais il n'en fait pas partie parce que ça n'est pas son aire géographique, il n'en fait pas partie parce qu'il n'est pas le chef des services de renseignement de l'Empire. Le chef des services de renseignement de l'Empire, c'est Napoléon, c'est pas un petit pion comme Schulmeister. Alors, il nous reste peu de temps et j'aurais aimé qu'on parle de la chute, en quelque sorte, de Schulmeister. À partir du moment où l'Empire s'effondre, en 1814 puis 1815, il n'est pas allé à l'île d'Elbe, hein, on ne peut pas... non, ça fait partie de la légende, ça aussi. À partir du moment où l'Empire s'effondre, Schulmeister... reprend son métier initial, si je puis dire. Il est négociant, il se lance dans les affaires. Parlez-nous de cette sucrerie et de ce qui lui est arrivé. Mais disons que la fortune qu'il avait amassée dans les affaires d'espionnage en Allemagne jusqu'en 1809, puis ensuite quelques opérations de fausse monnaie pour ruiner l'Angleterre aux alentours de 1811-1812, lui ont donné une assise financière qui lui a permis d'acheter des terres, donc le domaine de Méno, où il a été d'abord un gentleman farmer, et puis ensuite, dans les années 1830, ça a été le boom du sucre en France, et il s'est lancé dans le sucre. Le seul problème, c'est qu'il n'avait aucune compétence pour le faire, il n'avait que la puissance financière pour pouvoir le faire. Les conditions économiques de l'époque ont fait qu'il n'a pas pu être rentable. Et comme il n'a pas pu être rentable, il est arrivé ce qu'il arrive toujours quand une opération économique est mal montée. Il a fait faillite. Et comme son gendre était le directeur de la Banque de France à Strasbourg, il a été hébergé juste à côté de la Banque de France. Et c'est là que Napoléon III l'a rencontré, juste un petit peu avant sa mort. Cette rencontre pour Napoléon III, quel était le but de l'empereur des Français ? Il voulait... disons que Napoléon III a toujours magnifié
l'héritage de son oncle, oui. et donc il a été voir cet espion. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Schulmeister, l'espion de Napoléon, par Gérald Darbois. C'est aux éditions Ouest France.